Le film commence en l'an 2169, où les gens sont génétiquement modifiés pour arrêter de vieillir à leur 25e anniversaire. Après cela, chacun reçoit une année gratuite à vivre et un chronomètre sur l'avant-bras suit leur espérance de vie restante. Lorsque le compte à rebours atteint 0, la personne expire et meurt instantanément. Le temps a aussi remplacé l'argent et est utilisé dans les transactions directement entre les personnes ou stocké dans des capsules. De plus, les États-Unis sont divisés en fuseaux horaires, Dayton étant la ville la plus pauvre, tandis que New Greenwich est la plus riche, où les habitants sont effectivement immortels. Actuellement, un jeune ouvrier d'usine nommé Will Sala mène une vie difficile avec sa mère Rachel dans un petit appartement à Dayton. Will et son meilleur ami Borel travaillent dans une usine locale et sont payés au jour le jour. Mais l'administration trouve régulièrement des excuses pour leur déduire une partie de leur salaire. Un soir, Will se rend dans un bar pour se détendre après le travail. Il remarque un homme riche nommé Henry qui offre des boissons gratuites à tout le monde. Will entend même une fille dire qu'Henry a un siècle dans son chronomètre. Malheureusement, la démonstration imprudente de la richesse d'Henry attire l'attention d'un groupe de gangsters locaux appelés les Minutemen. Le chef du gang, Fortis, confronte Henry et lui lance un défi appelé combat du temps. Tout le monde dans le bar s'enfuit, sauf Will, qui se cache à l'arrière pour voir ce qui va se passer. Henry accepte le défi mais demande un moment dans les toilettes. L'un des membres du gang l'accompagne aux toilettes. Will saisit cette occasion pour assommer le gangster et s'échapper avec Henry par la porte arrière. Il se précipite ensuite dans une usine voisine et verrouille la porte. Après cela, Will se demande ce qu'un homme riche fait dans un endroit comme Dayton. Henry répond qu'il a quitté New Greenwich parce qu'il a 105 ans et qu'il en a marre de vivre. Il explique que les riches continuent d'augmenter les impôts et de stocker le temps, ce qui augmente finalement le coût de la vie dans les ghettos. Après avoir eu une longue conversation sur leur vie, les deux hommes s'endorment finalement. Le matin suivant, Henry se réveille en premier et fait quelque chose de choquant, il transfère tout son temps à Will et ne garde que 5 minutes pour lui. Lorsque Will se réveille plus tard, il est choqué de découvrir que le chiffre sur son chronomètre a considérablement augmenté. Il regarde alors par la fenêtre et voit Henry assis sur un pont, seul. Will comprend ce qui se passe, mais avant qu'il ne puisse réagir, Henry expire et son corps sans vie tombe dans la rivière en dessous. La scène passe ensuite à la soirée, où Will attend sa mère à l'arrêt de bus pour qu'elle rentre du travail. Mais elle ne vient pas, même après plusieurs heures. Il s'avère que Rachel, qui n'a plus qu'1 heure et demie à vivre, ne peut pas se permettre de prendre le bus car les tarifs ont soudainement augmenté. Il faut 2 heures pour rentrer chez eux, ce qui signifie que Rachel doit courir si elle veut revoir son fils. Will commence aussi à courir lorsqu'il comprend ce qui se passe. Après un moment, la mère et le fils se percutent au milieu de la rue. Mais il est trop tard et Rachel expire tragiquement dans les bras de Will. Pendant ce temps, la police, appelée les Timekeepers, retrouve le corps d'Henry dans la rivière. L'agent Léon, l'officier en charge de l'enquête, est sûr qu'il s'agit d'un meurtre et ordonne à ses hommes de vérifier les images de vidéosurveillance d'une caméra proche. À cause de l'angle des caméras, la police ne peut pas voir Henry tomber. Cependant, il voit le visage de Will sur les images et suppose qu'il est derrière le crime. Pendant ce temps, un Will dévasté se lance dans une frénésie de dépenses pour surmonter la tragédie de la mort de sa mère. Il loue une limousine avec sa nouvelle richesse et se dirige vers New Greenwich. Une fois arrivé en ville, il séjourne dans un bel hôtel où sa présence attire l'attention d'une jeune fille de la haute société nommée Sylvia. Les Timekeepers parviennent également à localiser Will, car il a traversé trop de fuseaux horaires en peu de temps. Ce soir-là, Will s'habille d'un costume neuf et se rend dans un casino. Il rejoint rapidement une table de poker animée par Philip Way, un homme d'affaires ultra riche dont l'entreprise contrôle le système du temps via les banques. Sylvia, la fille de Way, vient aussi à la table pour regarder. Encouragé par sa présence, Will prend des risques élevés et mise tout ce qu'il a. Cela se révèle être un excellent pari, car Will gagne la partie. Il parvient également à impressionner Way, qui l'invitait à une grande fête dans son manoir. Le lendemain, Will achète une voiture très chère et se rend à la fête de Way. Sylvia est très curieuse à propos de ce nouveau venu en ville et l'invite à danser. Elle révèle qu'elle peut voir, à ses manières, qu'il vient du ghetto. Cependant, Sylvia dit qu'elle envie aussi les gens de cette partie du pays car elle vit une vie aseptisée sans vraie liberté. La fille souhaite pouvoir faire quelque chose de palpitant et de stupide pour une fois. En entendant cela, Will l'emmène sur la plage derrière la maison pour aller se baigner nu. Sylvia hésite au début, mais rejoint bientôt Will dans l'eau et les deux profitent de leur temps ensemble. Le couple retourne ensuite au manoir par des portes différentes pour éviter toute suspicion. À ce moment-là,
la fête est interrompue par les timekeepers, qui ont retrouvé la localisation de Will en suivant sa voiture récemment achetée. Will est alors emmené dans un bureau privé pour un interrogatoire. Mais lorsqu'il leur parle de l'expiration volontaire d'Henry, ils ne le croient pas et siphonnent la majeure partie de son temps. Il ne lui reste plus que 2 heures, à peine suffisantes pour réserver et traiter son billet de retour. Juste à ce moment-là, Way et Sylvia viennent vérifier la situation. Will profite de la distraction pour battre les timekeepers et voler une arme. Il utilise ensuite cette arme pour prendre Sylvia en otage et il s'enfuit par la porte arrière pour partir en voiture. Cependant, Will est distrait par une caméra de sécurité pendant qu'il conduit et écrase une bande de clous à grande vitesse. Cela provoque un dérapage violent du véhicule qui finit sa course en bord de route. Will et Sylvia perdent connaissance et quelques minutes plus tard, ils sont retrouvés par Fortis et ses hommes. Le gang commence immédiatement à voler le temps de la riche fille jusqu'à ce qu'ils entendent les timekeepers s'approcher du lieu. Ils fuient alors, laissant Sylvia avec seulement une demi-heure. À leur réveil, Sylvia panique face au peu de temps qu'il lui reste et demande de l'aide à Will. Ce dernier trouve ironique qu'une riche fille soit maintenant en faveur du partage, mais il l'aide quand même. Ensuite, les deux se dirigent à pied vers Dayton, espérant obtenir du temps en échange des boucles d'oreilles chères de Sylvia. Ils arrivent rapidement dans un magasin de prêt sur gage et vendent les bijoux, mais n'obtiennent que 2 jours en échange. Ils se rendent ensuite à une cabine téléphonique où Will fait appeler Sylvia par son père. L'agent Léon, qui avait anticipé cela, est présent au domicile de Way et décroche le téléphone. Un Will implacable exige qu'on lui donne 1000 ans en échange de la fille, mais il veut que la rançon soit distribuée au Timeline dans le ghetto et non pour lui-même. Il s'avère que le Timeline est une forme de système de sécurité sociale où les personnes nécessiteuses du ghetto peuvent obtenir du temps pour sauver leur vie. Après l'appel, Léon informe Monsieur Way de la situation, mais le riche homme semble hésitant. Il est évident que, malgré une richesse sans fond, il ne veut pas donner de temps aux pauvres. D'autre part, Will emmène Sylvia dans son appartement où ils passent la nuit ensemble. Le matin suivant, Will surveille attentivement l'immeuble du Timeline depuis sa fenêtre. Mais même après plusieurs heures, aucun temps n'est ajouté. Cela prouve que l'homme d'affaires avare, Way, n'a aucune intention de payer la rançon. Sylvia est profondément blessée par l'indifférence de son père, mais commence aussi à voir que sa richesse a été construite en écrasant les droits des autres. Cela change son avis et elle décide de rester et de travailler avec Will. Cependant, elle veut avoir une dernière conversation chez elle, alors Will lui donne l'arme volée pour qu'elle se protège, tandis qu'il observe depuis un coin. Alors que Sylvia lance une rafale d'insultes à son père au téléphone, elle remarque l'agent Léon s'approcher de Will. Elle sort précipitamment de la cabine et tire sur le timeképé dans le bras. Will profite de cette occasion pour vérifier le chronomètre de Léon, seulement pour découvrir qu'il ne garde pas beaucoup de temps pour dissuader les voleurs. Par geste de générosité, Will lui donne un peu de temps afin que ses collègues puissent le secourir. Les deux fugitifs s'enfuient alors dans la voiture de Léon pendant que le timeképé est rapidement secouru par ses collègues. Peu de temps après, Will utilise la voiture du gouvernement pour prétendre être un timeképé. Il repère une riche dame se dirigeant vers New Greenwich et la force à s'arrêter sur le bord de la route. Il vole alors ses boucles d'oreilles et la majeure partie de son temps avant de s'enfuir avec sa voiture. Une fois assez loin de la ville, il s'arrête pour regarder les nouvelles et découvre qu'ils sont maintenant recherchés. Suite à cela, il décide de tout risquer et d'aider les pauvres en volant une banque de temps de Dayton appartenant à la famille Way. Il commence par voler un camion et le cracher dans la banque, où ils volent autant de capsules de temps qu'ils peuvent. Les pauvres se joignent aussi au pillage et, lorsque les timekeepers arrivent, il ne reste plus rien. Après avoir aidé quelques amis proches, Will prend les capsules de temps volées et les amène au Timeline. Il les remet à l'employé, lui demandant de les distribuer parmi ceux qui en ont besoin. Au fil des jours, Will et Sylvia commencent à cambrioler des banques de temps partout et leurs aventures apparaissent régulièrement dans les nouvelles. Une semaine plus tard, Léon et ses hommes localisent enfin l'appartement de Will et partent pour les arrêter. Cependant, alors que les timekeepers approchent, Will et Sylvia parviennent à s'échapper par une fenêtre. Il ne faut pas longtemps à Léon pour comprendre que les fugitifs sont en fuite et il commence à les poursuivre. Mais le duo entre rapidement dans un bus local et Will paye le conducteur pour qu'il roule à toute vitesse. Quelques heures plus tard, Will et Sylvia s'enregistrent dans un hôtel, payant un supplément pour avoir toutes les chambres et soudoyant la réceptionniste pour qu'elle garde le silence. Un client arrive quelques secondes plus tard pour réserver une chambre d'hôtel. Bien qu'on lui ait dit qu'il n'y a pas de chambre disponible pour le moment, il aperçoit rapidement Will et Sylvia monter à l'étage. Plus tard, les Minutemen commencent à menacer les gens dans les rues pour obtenir des informations sur Will et Sylvia.
Fortis tue même un innocent pour montrer à quel point il est sérieux. Cela oblige l'homme qui était plutôt à l'hôtel à se présenter et à confesser ce qu'il a vu. À l'hôtel, Will et Sylvia apprennent que la récompense pour leur tête est de 10 ans, ce qu'ils considèrent comme assez insultant. Soudain, Fortis éclate dans la pièce avec ses hommes et tient le couple en joue. Le gangster explique alors que les autorités le laissent tranquille parce qu'il vole ses propres gens à Dayton. C'est pourquoi il est maintenant obligé de les aider à restaurer l'ordre pour les riches. Cependant, au lieu de tuer Will de sang-froid, Fortis veut quelque chose de plus excitant. Il le défie à un combat de temps, une bataille qui se déroule dans une position de bras de fer, où chaque personne tient la main de l'autre. C'est un concours où l'on peut tirer autant de temps de l'autre personne sans que son propre temps ne soit drainé. Will accepte ce défi et permet d'abord à Fortis de lui pomper la plupart de son temps. Mais lorsque le gangster baisse sa garde pendant un instant, Will change d'intensité et lui prend tout son temps d'un coup. Lorsque les timekeepers arrivent à l'hôtel, Will et Sylvia sont déjà partis et Fortis est hors course. Un peu plus tard, Will remarque que les prix des produits de première nécessité et les taux d'intérêt des prêts augmentent rapidement pour compenser le temps supplémentaire dans les rues. Leurs petits vols ne font aucune différence, ils auraient maintenant besoin d'1 million d'années pour faire une brèche. Heureusement, Sylvia sait où trouver une telle somme. Le lendemain, Will s'inquiète de la situation et va travailler entouré de plus de gardes du corps que d'habitude. À ce moment-là, il détecte une menace, mais il s'avère que c'est Sylvia qui annonce qu'elle veut se rendre. Will croit sa fille et l'accueille à bras ouverts. Mais cette distraction permet à Will de se glisser derrière lui et de le prendre en otage. Le duo l'emmène ensuite dans son bureau et lui fait ouvrir le coffre où il garde une capsule contenant 1 million d'années. Will souligne qu'inonder la mauvaise zone avec 1 million d'années pourrait paralyser le système, mais Will dit que c'est exactement ce qu'il veut qu'il se passe. Après avoir enfermé l'homme d'affaires dans son propre bureau, le duo s'échappe. Mais peu après, les nouvelles de leur vol atteignent les timekeepers. L'agent Léon part à leur poursuite en ordonnant à ses hommes de bloquer le pont qui relie Greenwich à Dayton. Mais dans sa précipitation, Léon oublie de prendre son salaire quotidien et se retrouve avec à peine 1 heure dans son chronomètre. Pendant ce temps, Will ignore la pluie de balles qui vient vers lui de la part des timekeepers et traverse la barrière de zone temporelle, forçant son chemin dans le ghetto. Une fois à Dayton, Will quitte son véhicule et donne la capsule d'1 million d'années à une petite fille qui vit dans la rue. Léon arrive quelques instants plus tard et les deux fugitifs prétendent se rendre. Un Léon suffisant pense qu'il a gagné, mais à ce moment-là, le timeline annonce qu'il y a assez de temps pour tout le monde. Une foule avide remplit la rue, bloquant le passage de Léon et permettant aux fugitifs de s'échapper. Peu après, Léon parvient d'une manière ou d'une autre à monter dans sa voiture et poursuit les voleurs, mais lorsqu'ils franchissent une autre barrière, il doit les suivre à pied. Finalement, il les rattrape et Will devine que le timekeeper venait aussi du ghetto. Léon le confirme et explique qu'il a travaillé dur pour sortir, ce qui est la façon dont les choses devraient être. Mais lorsque l'agent tente de les arrêter, Will lui fait remarquer qu'il n'y a pas de sens à cela car lui et Sylvia n'ont que quelques minutes à vivre. Cela pousse Léon à vérifier son propre chronomètre et il se rend compte qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps non plus parce qu'il n'a pas récupéré son salaire. Quelques secondes plus tard, son chronomètre expire et Léon tombe mort sur le bord de la route. Avec moins d'1 minute sur leur chronomètre, Will et Sylvia s'échangent un baiser passionné. Cependant, il se rend vite compte que les timekeepers ont du temps dans leur véhicule, alors il se précipite vers la voiture de Léon pour en prendre un peu pour lui-même. Il court ensuite vers Sylvia et ils se rencontrent à mi-chemin, leur permettant de partager du temps avant que la mort ne les rattrape. De retour à Greenwich, Will a abandonné et dit à ses employés de ne rien faire car tout va bientôt être terminé. Les nouvelles de tout le pays montrent comment les gens sont descendus dans les rues. Les usines sont à l'arrêt et les gens traversent les zones pour se rendre à New Greenwich. Les autorités jurent que tout est sous contrôle, mais tout le monde sait que le système va bientôt s'effondrer. Au bureau des timekeepers, les employés décident de rentrer chez eux car il n'y a plus rien à faire. Will et Sylvia ne sont jamais capturés, et ils commencent à cibler des banques de plus grande taille pour empêcher l'ancien système de revenir.